Une intrigue du traître assez moyenne, Sanji ultra badass et surtout l'incident qui va faire se retourner le monde. Et j'ai déjà ma petite théorie que je vais vous partager sur comment Vegapunk va faire trembler le monde entier face au gouvernement mondial. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1078 de One Piece, temps d'évasion limitée, avec un nouvel opening pour la chaîne, j'espère que tu as apprécié. Et voilà, dès la page cover, on te montre que le Neo Germa a été créé, donc Vegapunk et Caesar, ça y est, sont maintenant alliés, il manque plus que Queen qui sera libéré par la Cross Guild. Tu vois, ça commence déjà à te lâcher des trucs sans absolument aucune preuve. Deux erreurs en 1 minute de vidéo, c'était bien sûr Judge et Caesar, et en plus c'était les Néomads. Ouais, c'est un vrai youtubeur, Chaz. Et donc, on part directement sur l'intrigue du traître que j'ai trouvé assez moyenne. Est-ce que c'est dû justement à mes appréhensions? Est-ce que c'est juste parce que je suis déçu que ce ne soit pas Edison? En fait, pas du tout, et je vais t'expliquer tout ça. Parce que c'est bien beau de dire que cette intrigue qui s'est déroulée sur plusieurs chapitres était moyenne, était pas ouf, mais au final, il faut l'expliquer. Et donc, pour moi, une bonne intrigue, voilà la recette, il faut qu'elle soit surprenante, cohérente et surtout impactante. Et là, je vais te donner des exemples quand même. Bien évidemment, si t'es comme moi, quand tu penses grande révélation, tu es obligé de penser à SNK. Et bien évidemment, Bertoldo avec son physique de phasme et Reina, le blond, oui, qui était peut-être évident depuis le début de la série. Mais pourquoi ça a marché? Parce que c'était surprenant déjà dans la mise en scène d'Isayama, parce que c'est arrivé à un moment où t'étais occupé par autre chose, il y avait un titan singe et compagnie, les titans commençaient à bouger en pleine nuit, et là, en plein milieu de rien du tout, voilà, tu as eu la révélation. En plus de ça, c'était bien sûr cohérent avec les autres éléments de l'intrigue, c'était juste qu'il y avait tellement en fait de mystères que on n'y pensait pas forcément, et surtout c'était impactant parce que Eren était attaché à Reiner, on avait passé du temps avec Reiner et on s'est nous aussi senti trahi. Voilà. Après, certains me diront, ouais, mais ça, c'est dans SNK, c'est pas One Piece. Non, One Piece aussi a fait des twists, mais de folie, qui m'ont marqué encore aujourd'hui. Le CP9, ok, ils sont là, Rob Lucci est là, mais je te rappelle que là aussi, c'était incroyable comme révélation. Moi, je suis encore marqué par ça. Parce que déjà, c'était surprenant, parce que l'arc Water 7, là où on a eu la trahison, c'était un arc pour réparer le bateau, c'était pas forcément un arc où on allait découvrir tout ça, donc c'était assez surprenant de découvrir qu'il y avait des traîtres, et surtout des personnages qu'on avait déjà vus auparavant. Cohérent, parce que c'était des personnes qui enquêtaient sur Iceberg, et donc il fallait qu'ils soient assez proches, mais pas leur nombre. C'était encore plus surprenant parce qu'il y avait vraiment beaucoup de traîtres, et surtout c'était très fort émotionnellement de voir justement les personnages qui réagissaient, donc être trahi. Moi, c'est une révélation que j'ai ressentie, et en plus de ça, c'était même impactant par la force de ses membres, puisque Rob Lucci, après, directement, la révélation, il a défoncé Luffy. C'est pour ça que je m'en souviens encore. Et même plus récemment, avec l'intrigue des fourreaux rouges avec le traître, alors bien évidemment, on a cette surprise, alors que c'est fait, alors qu'ils sont en train de partir pour le raid d'Onigashima, avec une magnifique mise en scène, alors qu'ils sont sur des bateaux et compagnie, cohérent avec ce qu'il avait fait à Dressrosa, une échelle où il y avait des ennemis qui montaient quand même et ils dessinaient mieux, et donc c'était impactant. Voir tous les personnages qu'on a suivis, le flashback des fourreaux rouges pour se rendre compte qu'il y avait un traître qu'on avait accompagné depuis longtemps, et c'est ça en fait mon problème avec cette révélation. Ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être Shaka, Edison et compagnie. En fait, je me rends compte que quand je vois cette révélation, alors certes, ça ne manque pas de cohérence, parce que je t'avoue que quand j'ai réagi au spoil sur la chaîne secondaire, alors je me suis dit, ouais, c'est pas cohérent. Mais en fait, si, ça l'est extrêmement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées à partir de ce moment-là. En même temps, c'est assez beau de voir que le Vegapunk qui dort est le seul à avoir un rêve. Oh là, c'est magnifique. Enfin, un rêve différent des autres. En plus, dès l'introduction de Vegapunk au chapitre 1061, à la page 13, on a déjà Lilith qui disait que ce qu'il ne pouvait pas contrôler, c'était le désir des êtres vivants, et York, c'est le désir. Et en plus, lors de son introduction, ça a été la seule présentée en grand comme Shaka, qui est plus ou moins le Vegapunk principal. Donc voilà, tout simplement
Et même plus que ça, on pouvait dire littéralement qu'elle en chiait chez les Vegapunk. C'était même son taf, le VKK-punk. Tu vois, là, je suis allé trop loin dans la vanne, c'est juste ridicule. C'est donc cohérent parce qu'elle a toutes les raisons de vouloir se rebeller, vouloir devenir même un dragon céleste. T'es raciste! Oui. Vu son mode de vie. Alors, ça correspond directement à ce que fait un dragon céleste, et même, ça veut dire que les dragons célestes, c'est pas forcément une famille, et qu'on peut peut-être les intégrer en faisant des petites magouilles et compagnie. C'est un petit peu comme le gouvernement en France. Wouh. Mais donc, pour en revenir à ce qui est pour moi une bonne révélation, on a certes de la cohérence, mais est-ce que c'était surprenant? Est-ce que c'était plus surprenant qu'un autre des Vegapunk? Peut-être parce qu'on s'y attendait pas, mais impactant, là, pour le coup, je trouve que cette intrigue, elle est ratée dans ce sens-là, en fait. Je suis pas forcément attaché au Vegapunk, même au docteur Vegapunk qui découvre qu'une de ses créations l'a eu. En vrai, je m'en bats les reins, c'est vrai, j'ai aucune implication personnelle avec ces personnages. Je les connais depuis si peu longtemps que cette révélation, pour moi, elle retombe. En fait, émotionnellement, il n'y a pas d'impact dans cette révélation. Et c'est pour moi, en fait, ce qui manque réellement lors de cette révélation. Après, bien évidemment qu'il y en aura toujours pour dire qu'ils ont été touchés par Vegapunk. Des youtubeurs pour te dire, waouh, quelle écriture magistrale. Franchement, là, on redouble d'inventivité et de génie avec Oda. Oui, bien sûr, peut-être dans la cohérence. Mais est-ce que ça t'a impacté, frère? Je sais pas. Mais bon, je sais que je vais me faire défoncer pour cet avis. Pour moi, Mais c'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Je préfère être honnête. Quand Oda faisait des choses incroyables au niveau des révélations, moi, je le disais. Et donc, maintenant, si c'est moins bon, alors je le dis quand même. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, c'est personnel et toi, peut-être que tu as apprécié. Et donc, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo pour me soutenir, vu que je vais me faire éclater. Commenter, donner ton avis en commentaire, même sur cette intrigue du traître. Et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. On vit les derniers instants de One Piece. Et crois-moi, avec la théorie de fin sur comment Vegapunk va détruire le monde de One Piece, ah, on y est presque, là. Saga finale, mon pote. Mais avant d'entamer ça, parlons un petit peu des Mugiwara qui se retrouvent tous dans une situation assez compliquée face aux Séraphins. Et là où c'est assez intéressant, c'est d'abord de s'arrêter sur le cas de Franky avant celui de Sanji, qui est juste incroyable, parce que Franky n'a été que partiellement transformé en pierre. Et ça doit être utile à l'intrigue. Sinon, Oda, il aurait carrément directement transformé en pierre. Et c'est vrai que c'est l'arc de Franky, normalement. Il était parti sur l'île de Vegapunk. On attendait qu'il y ait énormément d'interactions et peut-être qu'on va la voir. Parce que même si tout ce qu'on verra lors de ce chapitre, c'est que le S-Snake va éclater Pythagora, donc peut-être une deuxième mort d'un Vegapunk, alors surtout j'ai pensé à la manière dont Franky pouvait interagir avec Vegapunk, comment les personnages pouvaient être maintenant liés. Et là, je me suis dit tout simplement que le rêve de Vegapunk est de partager sa connaissance, de créer Internet si tu veux. Et là, on a un Franky qui est encore opérationnel, en tout cas dans sa tête, et le Punk Records qui risque d'être détruit. Donc toutes les données de Vegapunk. Et c'est pour ça que je vois bien, sait-on jamais, peut-être un Franky se connecter au Punk Records et récupérer les informations de Vegapunk sur un tas de choses. Peut-être bien. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Ou peut-être juste qu'on va avoir le running gag de Franky qui va détruire une nouvelle fois un laboratoire de Vegapunk en faisant tout exploser. Aussi, c'est son style. Et donc, du côté de Robin, elle ne s'inquiète pas parce que malgré qu'elle entend des cris, et ça c'est juste génial, avec Chopper et Atlas, elle préfère se diriger vers l'endroit où probablement se trouve détenu Vegapunk parce que, justement, s'il y a un cri de Nami, elle sait qu'un membre de l'équipage sera toujours là pour la protéger. Et déjà, rien que ça, c'est une belle mise en scène pour te dire que Sanji, c'est quand même un boss lors de ce chapitre. Parce qu'on va le retrouver avec Nami qui, bien sûr, essaye de réveiller Edison, Brook qui veut aller mener l'enquête, et un Sanji qui apparaît juste pour 2 cases, mais qui est extrêmement badass. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se prend un coup d'un séraphin Jinbei. Un séraphin homme-poisson, les hommes normalement les plus forts du monde, je parle des séraphins, et il ne sourcille pas, même sa clope reste droite. Ça c'est un petit peu bizarre. C'est tellement classe, ça c'est le Sanji qu'on aime. Un Sanji ultra badass, même pas forcément besoin d'énormément combattre, mais surtout se montrer là, même pour protéger ses camarades. Vraiment c'est excellent là. Là, Oda, c'est le Sanji qu'on aime, avec son pouvoir de l'amour bizarre, ok, il est marrant. Ça, c'est vraiment le Sanji que je veux et pas celui qui demande à ceci d'être son chien. Je suis l'ombre de ton yacht. Quelle humiliation. Bien évidemment, t'as toujours des personnes dans l'abus qui se disent que Sanji, ça y est, il est plus fort que King ou plus fort que Jinbei. Je ne sais pas. Tout simplement, je ne sais pas. Est-ce que j'ai des preuves factuelles sur ça?
Non. Et je laisse les gens qui aiment débattre des puissances en parler. De toute manière, est-ce que pour vous, même les séraphins, vraie question, sont au niveau des réels Shichibukai, ou est-ce qu'ils sont moins forts, est-ce qu'ils sont plus forts? En même temps, ils ont des formes d'enfants, donc je me dis qu'ils sont peut-être un peu moins forts. Mais s'il y a bien une personne qui serait heureuse de voir cet affrontement, c'est bien évidemment Goji. Quoi? Judge, bien évidemment, parce que ça représente en réalité la plus forte création de Vegapunk face à la plus forte création de Judge. Un Sanji qui s'est éveillé à ses pouvoirs de Germa, un exosquelette et en plus le haki, une détermination sans limite pour protéger ses camarades. Franchement, mais que demande le peuple? Sanji est monté beaucoup plus haut que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est vrai que c'est dingue de se dire qu'en réalité, lui, il a même pas encore le souci de se demander comment battre les séraphins quand ils ont leur flamme allumée ou je sais pas quoi, les lunariens. Parce que là, pour l'instant, il ne se prend juste aucun dégât. Et ça, c'est juste énorme. Et du côté de Luffy et Zoro, il va y avoir le Séraphin S-Hawk qui va s'en aller. C'est pour ça que Zoro va le suivre. Et Luffy va donner l'ordre à Usopp d'aller rejoindre Zoro. Alors que, tu connais, c'est Kaku. Ce racisme envers les longs nez... Ça peut partir vers de l'antisémitisme. Fais gaffe, Luffy. Je supprime. Vas-y, moi je trouve ça grave marrant. Ces gens Qui notés que vous connaissez bien. Bon, et bien sûr, il faut un plan pour Rob Lucci, puisque Luffy est en train de taper sur Kuma sans réellement essayer de trouver une solution à la flamme des séraphins. Certaines personnes ont pour théorie que la clé pour les battre, c'est que lorsqu'ils utilisent leur fruit du démon, il semblerait que leur flamme n'est pas activée. Mais je sais pas, en fait, je vous avoue, j'ai pas vérifié, parce que ça fait un petit peu trop de chapitres à vérifier les petites cases, donc sait-on jamais. Quel escroc! Ça va, j'ai fait mes recherches pour les autres trucs, donc calmez-vous, j'ai fait toute la guerre du courant pour découvrir que Edison c'était le traître, et c'était faux. Donc dites pas que j'ai pas recherché n'importe quoi, ok? Je l'ai fait. Et il est enfin temps de parler de cet incident qui va secouer le monde entier. Puisque le chapitre va s'ouvrir sur une conversation entre Sentomaru et Stussy, ceux qui sont peut-être plus à même de comprendre les mouvements du gouvernement, et qui vont expliquer que là, pour deux raisons, ce sera pire qu'à Ohara. Tout simplement parce que les recherches de Vegapunk continuent celles d'Ohara, et qu'en plus, Vegapunk a normalement une certaine force militaire que n'avait pas Ohara, et c'est pour ça que les navires se multiplient pour détruire l'île d'Egghead. Et que ça, ce sera beaucoup plus gros, surtout que le Yonko Monkey D. Luffy s'est retrouvé là, personne ne sait comment ou pourquoi. Mais bien évidemment, d'après le narrateur, tout ça, ça a commencé il y a bien longtemps, il y a 3 mois, où il y a la Poucave qui a appelé pour dire que le docteur Vegapunk faisait des recherches à propos d'Ohara. Donc notre très cher York, justement, enfin, je pense, sait-on jamais, peut-être qu'il y a un autre traître, et qu'au final, l'intrigue du traître sera encore plus surprenante, mais encore une fois, est-ce qu'elle sera impactante? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est pour ça que le gouvernement a envoyé différents groupes de CP qui se sont fait emprisonner, et maintenant le CP0, ainsi que Saturne qui peut retourner les ordres des Séraphins, accompagné de Kizaru. Et je suis désolé, je sais qu'il y a plein de youtubeurs, ils vont s'arrêter sur chacun des vice-amiraux et t'en parler pendant je sais pas combien de temps, mais je vais pas te mentir, moi je m'en fous de ces vice-amiraux. Arrête, c'est la fin de One Piece, on voit des combats de Yonko, qu'est-ce que tu veux que je m'intéresse à eux? Non mais sérieux, regarde leur tête! Et donc le monde de One Piece sera bouleversé dès demain, selon le narrateur, et selon Oda. Et après, en temps audacien, moi je te le dis, une demi-journée, ça peut prendre jusqu'à 2025, donc... Voilà, moi ça me fait ni chaud ni froid. Et terminons sur ça, ma théorie sur l'incident d'Egghead. Comment le monde entier de One Piece va trembler et que les événements de la guerre finale vont être lancés dès maintenant sur cette île. Parce que bien évidemment, quand on se rappelle du rêve de Vegapunk, c'est de partager la connaissance, de créer ce simili internet via son Punk Records. Tout simplement, le rêve de pouvoir partager sa connaissance. Et si cet arc fait un parallèle avec l'arc de l'archipel Shaobodi, où donc on a eu la défaite de Luffy, on pourrait la voir ici, non pas en défaite en termes de combat, mais en termes de mission. La mission était de sauver le docteur Vegapunk, le ramener sur son bateau, et peut-être que ça n'aboutira pas. Mais face à tous les navires de la marine qui viennent s'en prendre au docteur Vegapunk et à ses créations, le scientifique a l'arme qui fait le plus peur au gouvernement mondial. Et ça va. L'arme qui a fait qu'Ohara est tombée, la connaissance. Et si il réalise juste une partie de son rêve, partager ses connaissances sur le siècle oublié, sur Ohara au monde entier, alors là, la marine ne pourra pas supprimer le monde entier de One Piece. Et avec ce simple partage d'informations,
on pourrait arriver à la guerre finale. Un nombre incalculable de pays qui se dresseraient face au gouvernement mondial. Et donc la plus grande bataille historique du monde de One Piece. Car le savoir est la plus puissante des armes et c'est celle du Dr Vegapunk.